Merci. C'est possible d'avoir un mouchoir. C'est possible d'avoir un... C'est possible. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite un bon retour. Après la fête de la jeunesse, je suppose aussi le 14 février, je pense que vous êtes assez requinqués comme ça pour reprendre. Supposons que vous êtes déjà assez, assez amusé et que vous êtes déjà disposé à travailler. Le micro là. Ah, merci, prenez donc celui-ci. Bien, nous nous sommes arrêtés à quel niveau la dernière fois? C'est la politique étrangère par les approches générales. Je pense que c'est deuxième paragraphe, troisième. Sur le chapitre 2. Chapitre 2, petit b, troisième paragraphe. Grand 1, petit b.
C'est le bon Dieu. Bon Dieu, chef. Est-ce que vous êtes déjà accordé C'est le bon Dieu. du niveau où on s'est arrêté la dernière fois? Petit B saisit la politique étrangère par les approches libérales. Les théoriciens de la perspective transnationaliste. Voilà, c'est ça, c'est là que nous. Très bien, vous avez parfaitement raison. Je voulais savoir si nous sommes au même niveau, mais je me rends compte que beaucoup sont un peu discrets. À la réalité, nous apprêtons à aborder la théorie, la perspective transnationale de l'approche transnationale en matière de compréhension de la politique étrangère. Alors, dans cette approche, nous voyons simplement que la politique globale est devenue un espace décentralisé où interagissent, n'est-ce pas, un bon nombre d'acteurs non étatiques dont l'influence cumulative représente un défi de taille au monopole de l'État de cet espace. Ce qu'il faut comprendre d'emblée en ce qui concerne la perspective transnationaliste, c'est que des relations internationales qui ont jadis été appréhendées sous le prisme réaliste, posant ainsi l'État comme le seul acteur des relations internationales, mieux l'acteur principal, se trouve aujourd'hui être concurrencé. Là, cette théorie est concurrencée, ou tout au moins elle est remise en question par un certain nombre d'observations faites qui se ramènent à voir qu'il y a l'émergence d'un nouveau type d'acteurs. Et ce type d'acteurs-là ont cette capacité à pouvoir transcender les frontières de l'État sans le contrôle de l'État, sans la maîtrise de l'État. Ce sont des acteurs qui aujourd'hui se posent comme tels parce que les capacités de transcender, c'est pas d'approche transnationale qui vient de transcender, c'est-à-dire qui transperce les frontières sans autorisation de l'État. Vous savez que c'est l'État, la réalité, qui doit donner l'autorisation d'entrer sur son territoire. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand vous êtes entré ici, vous êtes entré par la base de l'État camerounais, à travers ce que votre ambassade a permis à ce que vous ayez le visa. Il en est de même, effectivement, d'un certain nombre de biens et services. Alors, à la douane, nous avons le contrôle douanier. On ne peut pas passer la frontière sans contrôle douanier qui sont là pour représenter l'État. Nous avons également les biens et services. Les marchandises et autres ne peuvent pas traverser les frontières de l'État, ni les individus, voyez-vous, aux frontières. Seulement, l'approche transnationale vient à poser la situation selon laquelle il y a un certain nombre d'États qui n'ont pas besoin que l'État leur donne l'aval pour transcender, pour traverser les frontières. Il s'agit d'un certain nombre de phénomènes tels que les migrations, par exemple. C'est-à-dire que quand il y a une situation, par exemple, de catastrophes naturelles ou alors une situation de guerre, on voit comment est-ce que des populations traversent les frontières pour rechercher soit l'abri de l'autre côté de la frontière. On le vit avec ces migrations-là où l'État ne maîtrise pas totalement, même les grands États tels que les pays de l'Union européenne, que même aux États-Unis ne parviennent véritablement pas à maîtriser cette situation des migrations. Voyez-vous, ça pose donc
cette situation selon laquelle il n'y a que des phénomènes tels que l'immigration ici participent donc à voir que l'État se trouve de plus en plus fragilisé parce qu'il ne contrôle pas, n'est-ce pas, les migrations qui se font sur son territoire. Il en est des mêmes, effectivement, des idées. Il y a des idées ici qui traversent l'État. En réalité, l'État doit pouvoir contrôler tout ce qui est comme idée sur son territoire, doit pouvoir contrôler tout ce qui est comme diffusé en tant que valeur sur son territoire. Seulement, ces idées-là, ces situations-là échappent donc au contrôle de l'État. Donc, en la réalité, la théorie transnationaliste est donc celle-là qui pose la situation selon laquelle il y a un certain nombre de phénomènes qui échappent au contrôle de l'État et qui transcendent les frontières de l'État sans l'autorité, sans le contrôle suprême de l'État. Et cet État-là est dans une situation de fragilité, dans une situation où il ne peut pas véritablement contrôler. Il est donc question, en ce qui concerne la politique étrangère, de désormais prendre en compte cette situation en question. Alors la régie, il faut désormais prendre en question cette situation qui se pose à la réalité que il y a des acteurs, il y a des individus, il y a des phénomènes qui échappent au contrôle de l'État. C'est-à-dire que l'État ne peut plus contrôler. Alors, en matière d'élaboration de la politique étrangère, les autorités en la matière doivent donc tenir compte de cette situation qui ne peuvent plus contrôler un certain nombre de phénomènes, un certain nombre d'acteurs. Donc, il faut désormais faire avec ces acteurs-là. Et quand on élabore dans une politique étrangère, il faut se dire qu'il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Qu'on ne peut pas contrôler et que tout de même, il faut essayer de maîtriser la situation. C'est dans le cas, par exemple, avec les migrations au sein de l'Union européenne, où à la réalité, on ne parvient plus à contrôler véritablement ce qui se passe de ce côté-là. Mais toutefois, en matière donc de politique étrangère, ils tiennent compte de ces migrations-là, ils tiennent compte de ces nouveaux acteurs qui sont parfois des acteurs pernicieux tels que les terroristes. Prenons par exemple le cas avec ce qui se passe au niveau du bassin du lac Tchad, avec le phénomène qui on ne sait plus aujourd'hui si c'est le Boko Haram, si c'est Ansarou, si c'est un certain nombre d'acteurs, mais toujours est-il que ce sont des acteurs ici qui ont une capacité d'immigration, une capacité, n'est-ce pas, de transcender les frontières sans le contrôle de l'État et qui posent des acteurs, des actions sans l'aval de l'État ou le contrôle de l'État. C'est ce qu'on vivons par exemple au niveau du bassin du lac Tchad avec cette insécurité qui sévit dans cet espace-là qui est effectivement due à cette action des États, des acteurs, des nouveaux acteurs que dans nos travaux de thèse, nous avons appelé des acteurs irréguliers, parce que ce sont des acteurs dont les actions échappent au contrôle de l'État, des acteurs qui n'ont pas de méthodes conventionnelles, qui ont des méthodes irrégulières, c'est-à-dire que les méthodes que l'État ne maîtrise pas et qui aujourd'hui, à la réalité, à partir de cette lecture transnationale, doit pouvoir intégrer que désormais, il y a des acteurs qui ont une capacité non seulement de nuisance, mais une capacité aussi à transcender nos frontières sans notre aval. Il en est de même ce que vous appelez aujourd'hui la technologie, les NTIC. Mieux encore, ce qui vous anime tant aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un phénomène qui transcende les frontières. Nous sommes aujourd'hui de ce que Paul Castel appelle l'ère de la vitesse. Nous sommes aujourd'hui à une situation où nous avons des informations en temps réel. Une situation qui se produit, par exemple, au Gabon, au Canada, on a déjà des informations. On a déjà même encore autre chose. Aujourd'hui, l'IA, c'est-à-dire la capacité à pouvoir, n'est-ce pas, manipuler la vérité. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, ces acteurs-là que vous appelez désormais les influenceurs, vous les appelez les influenceurs, vous appelez ceux-là qui maîtrisent l'outil informatique et qui aujourd'hui peuvent vous fabriquer un certain nombre de situations
et qui apparaissent parfois à la réalité comme étant vraies. Il est bon donc que l'État tienne compte de ces nouveaux acteurs, ces blogueurs et autres, qui, à partir de leur chambre, je suppose que ce que vous faites souvent, c'est à partir de leur chambre, peuvent diffuser un certain nombre d'informations qui sont aujourd'hui ce que le président Trump appelle souvent les fake news, c'est-à-dire c'est des fake médias. Parce que eux, là-bas, la réalité, ils ont tenu compte, ils ont pris en compte cette situation de la théorie transnationale qui pose qu'il y a ces nouveaux acteurs-là qui peuvent nuire à l'État. Il faut donc prendre un certain nombre de mesures. Eux, ils ont mis un certain nombre de logiciels, un certain nombre de logiciels capables de détecter telle ou telle information est vraie. Si là on a affaire à un fake ou si là on a affaire à quelque chose d'effectivement vrai. Voyez-vous, dans les États, dans leur élaboration de politique étrangère, doivent donc, ou tout au moins, sont appelés à intégrer cette dimension transnationale qui est davantage nourrie par les NTIC, avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où les États sont de plus en plus fragilisés par cette information, par la diffusion d'un certain nombre d'informations qui fragilisent parfois non seulement leur autorité sur le plan interne, mais qui écornent parfois leur image à l'extérieur. C'est le cas donc effectivement avec des pays comme la Russie, où par exemple la communication est de plus en plus contrôlée. En Chine, par exemple, Facebook est parfois verrouillé. Voyez-vous, les États prennent donc en compte un certain nombre de moyens pour éviter que ceci, qu'on en arrive au niveau où on ne parvient plus à contrôler du fait de l'émergence de ces nouveaux acteurs-là, qui sont des acteurs transnationaux qui ont cette capacité de nuisance à créer l'insécurité dans l'espace, mais aussi un certain nombre de situations liées aux migrations. Si nous prenons le cas, par exemple, avec la situation en Afrique centrale, les questions des migrations ne sont pas contrôlées. C'est-à-dire que les frontières, nous assistons à des espaces, par exemple en Afrique centrale, où la frontière n'existe presque pas. C'est-à-dire, on transcende les frontières sans l'accord ni l'aval de l'État. On se retrouve, c'est-à-dire le matin, nous sommes en Guinée équatoriale, le soir, on rentre au Cameroun. Voyez-vous, ce sont des situations à la réalité que l'État, dans sa mission d'élaboration de la politique étrangère, doit tenir compte, il doit intégrer cela, il doit prendre conscience de l'avènement de ces nouveaux acteurs-là qui transcendent les frontières de l'État sans toutefois demander son avis. Très bien. Donc, en matière d'élaboration de la politique étrangère, et notamment de la lecture des relations internationales, il est donc question ici d'intégrer qu'il y a de nouveaux acteurs qui utilisent donc de nouvelles méthodes qui n'ont rien à voir avec des méthodes conventionnelles et qui influencent de ce fait le comportement des États, notamment en ce qui concerne l'élaboration de leur politique étrangère. Donc, on doit désormais faire avec ces nouveaux acteurs-là, on doit prendre conscience de l'émergence de ces nouveaux acteurs en matière d'élaboration de la politique étrangère. Il ne faut pas faire comme le pensent les réalistes, c'est-à-dire que les relations internationales sont essentiellement comme une boule de billard, c'est-à-dire qu'un ensemble d'États qui se bousculent entre eux et qui restent comme des coqs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On se retrouve aujourd'hui avec des acteurs qui n'ont rien à voir avec la configuration d'un État, le fonctionnement d'un État, mais qui veulent exister sur le plan international, qui veulent satisfaire leurs intérêts sur le plan international. La preuve en est, ce groupe qu'aujourd'hui vous appelez les groupes terroristes, ces groupes qui nuisent, vous les appelez des groupes terroristes, sont en réalité des groupes que eux, ils veulent pouvoir satisfaire à leurs intérêts, qui sont généralement des intérêts de type lucratif et qui se instrumentalisent un certain nombre d'idées telles que l'islamisme, etc., ou qui disent qu'ils sont en train de poursuivre un certain nombre de valeurs. Pourtant, à la réalité, ce ne sont que
des moyens pour pouvoir non seulement attirer en leur sein un certain nombre d'adeptes, attirer une certaine sympathie autour d'eux, mais à la réalité, ce sont des groupes qui sont en quête et à la satisfaction de leurs intérêts. La religion est donc souvent instrumentalisée ici comme étant la méthode, le moyen par lequel ils peuvent transcender les frontières, ils peuvent attirer un certain nombre d'adeptes. Dans le bassin du lac Tchad, effectivement, vous allez vous rendre compte que ce soit Ansaro, que ce soit Boko Haram, ils utilisent, n'est-ce pas, la variable religion pour attirer un certain nombre d'adeptes dans leur rang, pour transcender les frontières. C'est le cas également avec, c'est-à-dire ce que vous appelez l'État islamique. Vous vous rendez compte qu'on est à Afghanistan, mais on a des adeptes sur le plan, on a des adeptes sur les territoires, tels qu'en France, tels qu'aux États-Unis. Voyez-vous, ce sont en réalité là des méthodes qui permettent à ces acteurs émergents là de pouvoir atteindre les objectifs. Très bien, si on a compris ainsi, nous allons aborder le grand 2 qui se ramène à la proposition du paradigme constructiviste dans l'analyse de la politique étrangère. Avant d'aborder, d'entrer de plein pied, nous allons d'abord, de façon philosophique, traiter de ce paradigme constructiviste à partir de ses origines. Il faut dire que si jusqu'ici, nous avions analysé la politique étrangère à partir des variables matérielles, matérialistes, il faut dire que la politique étrangère ici fait aussi recours au construit, c'est-à-dire aux valeurs, mieux encore, aux idées qui sont, n'est-ce pas, les ferments de leur action sur le plan international. Voyez-vous, en matière d'élaboration de la politique étrangère, le constructivisme en tant qu'approche est mobilisé ici pour comprendre pourquoi les États se mobilisent sur le plan international. Il s'agit donc en réalité ici des idées. Si, à partir de la théorie réaliste, théorie libérale, mais également transnationale, il s'agissait à la réalité d'une question de matériel, c'est-à-dire que l'action, le matériel ici mobilisait l'action. Ce qu'on dit pas d'intérêt, pas d'action, à la réalité ici, c'est que c'est le matériel qui influence le comportement des acteurs. C'est ce qui existe qui influence le comportement des acteurs. L'approche constructiviste, ok? Est-ce qu'on comprend? Quand je parle du matériel, les réalistes, ils pensent quoi? C'est la quête des intérêts, c'est-à-dire que ce sont les intérêts qui les poussent, n'est-ce pas, à aller vers les autres. Il en est de même pour les libéraux, à travers la coopération. C'est la coopération, c'est le commerce, ce sont les échanges, puisque l'économie, c'est celle-là, à la réalité, qui permettent au peuple de pouvoir, n'est-ce pas, être prospère. On peut donc gagner, effectivement, en coopérant, que plutôt de faire la guerre. Voyez-vous, les transnationaux également, on a également vu que ce sont de nouveaux acteurs qui, à la réalité, ici, influencent le comportement à partir de l'idée qu'ils veulent satisfaire à leurs intérêts. Les migrants qui sortent de partout, ils cherchent quoi? Ils cherchent, n'est-ce pas, à satisfaire à leurs intérêts. Ils sont en train de chercher le Eldorado, c'est pas ça. Les terroristes, il en est les mêmes. Les migrants, les marchands, etc., dont la capacité n'est plus à celle-là qui amène les États à pouvoir contrôler, à les contrôler ici, n'est que basée sur l'idée de l'intérêt. Nous sommes à la quête d'un intérêt, nous sommes à la quête d'un Eldorado, nous sommes à la quête d'une situation de contrôle des espaces et de contrôle des esprits. Le constructivisme, quant à lui va prendre le contre-pied de cette approche, de ces différentes approches matérialistes, qui va plutôt poser les idées avant l'action. Ici, c'est l'action, c'est l'idée qui conditionne l'action. On s'appuie sur les idées. Ce sont les idées qui amènent les individus à élaborer, n'est-ce pas,
des plans d'action, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de la tête des individus qui les amène. Mieux encore, on se retrouve dans une philosophie idéaliste, c'est-à-dire que ce sont les idées qui sont en opposition avec le matériel ici, qui conditionnent dans le comportement des individus sur la scène internationale. OK? Donc le constructivisme va dans les faits selon lesquels la scène internationale n'est qu'un construit des individus. On va donc voir avec, par exemple, Alexander Wendt, qui dit que l'anarchie, c'est ce qu'en font les États. L'anarchie n'existe pas en lui-même, c'est que les États ont construit dans leur tête que la scène internationale est essentiellement anarchique. C'est-à-dire que l'anarchie n'existe pas en elle-même, en tant qu'existence, en tant qu'un fait. Ce sont les États qui ont pensé que la scène internationale est essentiellement anarchique. OK? Ça veut dire que le constructivisme vient de quoi? Vient du construit spirituel. C'est dans l'esprit des individus que se trouve cette appréhension de la scène internationale. Puisque les individus pensent que la scène internationale est essentiellement anarchique, alors ils agissent comme tels. C'est un construit. Construit, c'est-à-dire qu'on construit quelque chose dans la tête et puis on se le matérialise. Et cette construction n'est donc pas, elle n'est pas innocente. Elle est liée à partir de quoi? À partir de nos valeurs, à partir de la culture, à partir des représentations que l'on se fait du monde. Ces représentations-là sont donc basées sur la culture, sur notre valeur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on appréhende l'autre. Vous voyez, par exemple, l'Iran aujourd'hui, c'est le seul pays qui ne parle pas aux États-Unis. L'Iran ne parle pas aux États-Unis. Parce que l'Iran se représente les États-Unis comme un Satan. Ça se passe dans la tête des États de l'Iran. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est le diable en question, on ne lui parle pas. On ne parle pas. Ouais, les États-Unis parlent à tout le monde. Israël parle aux Chinois, aux Russes. Mais l'Iran, ça ne se passe pas comme ça. On ne parle pas à l'Iran. Et les États-Unis aussi, qu'est-ce qu'ils se disent de l'Iran? Ce sont des terroristes. Ce sont des voyous. Rogue State. Voyez-vous, voilà un peu cette représentation-là qu'on se fait. C'est-à-dire, les Iraniens pensent que les États-Unis, c'est le siège du diable, où on fait le culte de l'argent. Mammon est donc le dieu des États-Unis. Mammon qui est le dieu de l'argent, c'est-à-dire le diable en question. Et les villes telles que Las Vegas, Chicago et Washington sont représentées comme étant le siège même du diable. Quand vous allez, ou bien si vous essayez un peu d'étudier les villes comme Las Vegas, vous allez vous rendre compte que c'est le lieu des plaisirs, où tout est permis. Voyez-vous, à partir donc de ces représentations-là qu'on se fait des États-Unis, on considère donc les États-Unis comme étant le diable en personne. Or, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes? Ils pensent que sont un peuple élu, un peuple messie, à qui Dieu a donné la mission de venir sauver l'humanité. Voilà donc pourquoi est-ce qu'ils se comportent ainsi. Ils disent que je vais venir vous arrêter parce que vous êtes mauvais. Je vais venir vous arrêter. Vous avez entendu Trump. Trump dit que j'arrête qui je veux. Pourquoi? Parce que il a estimé qu'il a une mission messianique. Celle-là de sauver le monde contre le pro.
contre tout ce qui peut souiller l'environnement, tout ce qui peut souiller l'homme. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce sont des constructions que se font les États. Vous avez la politique étrangère dont les États-Unis vont se baser à partir de cette représentation qu'elle se fait d'elle-même et qu'elle se fait du monde. Dans la théorie constitutiviste à la réalité, elle va donc effectivement s'appuyer sur cette variante-là qui se ramène à l'idée selon laquelle ce sont les idées qui conduisent, qui déterminent les actions des individus. Ce sont les représentations que se font les individus d'eux-mêmes et du monde qui influencent leurs actions. Alors, quand nous allons voir la politique étrangère du Cameroun comme étant le cas d'étude, vous allez bel et bien voir pourquoi est-ce que le Cameroun se comporte d'une certaine manière, pourquoi un certain nombre des États, le Rwanda, le Congo, se comportent d'une certaine manière sur la scène internationale. Ce sont les valeurs, ce sont les représentations qu'ils se font d'eux-mêmes et de la scène internationale qui les amènent à se comporter comme ça. Très bien. Quand on rentre donc de plein pied dans cette théorie constructiviste, on va donc voir qu'effectivement, que ce n'est ni la théorie réaliste, ni la théorie libérale, encore moins transnationale, qui influence le comportement des acteurs sur la scène internationale, mais c'est quoi? Ce sont leurs idées. Il est donc apparu dans les dernières années de la guerre froide que le constructivisme en relations internationales marque l'ambition d'offrir une perspective plus profonde de la mécanique des rapports sociaux qui sous-entendent la politique globale et ce faisant d'obtenir un portrait plus affiné des rapports interétatiques que ne peuvent dresser les réalistes, les libéraux ou même les théoriciens des approches décisionnelles. Le maître à penser donc de cette théorie, c'est Alexander Wendt, qui a lancé un débat en 1987 par la publication d'un article dans la prestigieuse revue internationale International Organization, qui posera en 1992 les jalons de l'approche constructiviste dominante dans ce qu'il a eu à écrire dans cet article. Anarchy is what state make of it. Ça veut dire en d'autres termes que l'anarchie est ce qu'en font les États. Donc, les idées formeront donc le cœur de son livre en 1999, où il va encore écrire Social Theory of International Relations. Il prend alors la position en faveur d'une forme de construction centrée sur les États qui poursuivent simplement que ces derniers ne reproduisent inconsciemment l'anarchie internationale dans la mesure où leurs actions sont guidées par cette anarchie, uniquement parce qu'ils croient qu'il s'agit d'une contrainte qui les dépasse. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les États posent l'anarchie comme étant une contrainte. C'est-à-dire, ils se sont construits, ils se sont faits et représenter les relations internationales comme étant un espace où c'est l'anarchie. Alors, qu'est-ce qui veut dire anarchie? Il faudrait bel et bien que l'on revienne sur ce concept, l'anarchie. Anarchie, ça veut dire, prend ses origines dans le terme latin qui veut dire anarcho. Anarcho, qui veut dire sans tête, pas sans désordre. C'est on dit ici là que désordre. Attention, nous sommes déjà des spécialistes des questions internationales. Anarchie, ça veut dire anarcho, qui veut dire sans tête. Sans tête. En d'autres termes, il n'existe pas une autorité capable, n'est-ce pas, de diffuser un certain nombre de quoi? Des décisions. Voyez-vous, voilà ce qui veut dire l'anarchie. Alors,
les réalistes, ils expliquent donc cette anarchie à partir d'une situation naturelle. Pour les réalistes, les relations internationales sont essentiellement anarchiques. Parce qu'effectivement, c'est une société qui se régule par l'anarchie. C'est-à-dire que c'est l'anarchie qui caractérise les relations internationales. Et cette anarchie se vit comment? Par ce que les philosophes du contrat social, tels que Thomas Hobbes, ont eu à traduire à travers quoi? À travers l'idée de l'état de nature, l'état de guerre de tous contre chacun. Voilà la traduction de l'anarchie selon les réalistes. C'est-à-dire que les relations internationales sont essentiellement anarchiques. C'est-à-dire l'état de nature, l'état de tous contre chacun, où en réalité, il n'existe pas une entité capable d'assurer l'ordre, mais que l'ordre en lui-même existe déjà. Et cet ordre, c'est quoi? C'est la loi du plus fort. Est-ce qu'on comprend? Anarchie. Et vous comprenez donc pourquoi est-ce que certains États ont donc eu à réaliser que, puisqu'il n'existe pas une autorité, et que c'est la loi du plus fort, on revient effectivement aux philosophies darwiniennes qui parlent de quoi? De la lutte des espèces. Ceux qui vont suivre seront les plus forts. On revient avec, par exemple, il s'appelait comment? On revient par exemple avec La Fontaine, qui parle de quoi? Qui parle de la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est-à-dire, les gros poissons vont manger les petits poissons. Voilà l'idée de l'anarchie réaliste, c'est-à-dire l'inexistence d'une autorité. Si oui, c'est celle du plus fort. Donc les réalistes, c'est le plus fort qui contrôle la scène internationale. Voilà donc pourquoi est-ce que certains États décident donc de se poser comme des acteurs hégémoniques, c'est-à-dire ceux-là qui vont diffuser une certaine norme sur la scène internationale, parce que eux disposent de ce que Norbert Elias appelle les chances de puissance, les chances leur permettant d'assurer cet ordre mondial. Alors si la scène internationale, sur le plan philosophique est donc perçue comme telle, c'est-à-dire l'idée de l'inexistence d'une superpuissance, il y a donc c'est la loi du plus fort qui prévaut. Et le plus fort, c'est donc qui? C'est celui-là qui décide, qui se le représente ainsi et qui décide donc effectivement de prendre ses rênes. Il se bat donc se poser comme le gendarme du monde. Nous vivons donc effectivement dans ce que je vous posais comme question la dernière fois. Nous vivons dans quel monde? Nous vivons dans quelle approche aujourd'hui? Nous vivons également, en réalité, dans une situation qui, sur le plan réaliste, s'avère unipolaire. C'est-à-dire qu'il y a un État qui se dit le gendarme du monde et qui donne une ligne de conduite à suivre. Oui, vous avez quoi comme préoccupation? Je veux savoir si le monde, ou bien la scène internationale est toujours un monde anarchique, où la loi du plus fort est la meilleure. Maintenant, quelle est la place du pouvoir international sur cette scène? Très bien, vous avez un peu anticipé. Nous avons présenté l'anarchie sur le plan réaliste, c'est-à-dire comment est-ce que les réalistes pensent l'anarchie. Il y a que c'est la loi du plus fort qui prévaut. Celui qui est plus fort, c'est lui qui dirige le monde. OK? Parce que c'est une scène où les acteurs sont essentiellement belliqueux.
c'est la guerre, c'est la conflictualité qui est la donne. Il n'y a rien d'autre. On veut assurer une certaine paix, il faudrait qu'il y ait un équilibre. Et cet équilibre-là doit être assuré soit par deux, soit par trois, soit par une seule personne. Voilà comment est-ce que les réalistes pensent l'anarchie. Les libéraux pensent donc en réalité que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. L'anarchie, donc, selon les libéraux, est claire. C'est que il existe ce qu'on appelle en économie une main invisible. Une main invisible qui régule, n'est-ce pas, le système international à partir de la représentation que l'on se fait du monde et qu'on se fait de l'autre. On se fait de l'autre, non plus, la représentation qu'on se fait de l'autre est une représentation d'alter ego, d'altérité. Ce n'est plus une représentation de concurrence, ce n'est plus une représentation d'ennemi, mais d'alter ego, un autre moi qui se traduit par l'idée selon laquelle tous les hommes sont les créatures de qui? De Dieu. Et ils sont pour ce fait égaux. S'ils sont égaux, ça veut dire qu'à la réalité, qu'ils doivent pouvoir non pas se voir comme des moyens pour atteindre les objectifs, mais plutôt quoi? Comme des fins. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on doit mener participent à la satisfaction, n'est-ce pas, du rapport d'amitié, d'altérité avec l'autre. Et pour ce faire, l'on n'a pas besoin d'une entité qui vient là pour réguler. L'homme en lui-même détient des onces, n'est-ce pas, de bonté et d'amitié qui l'amènent, n'est-ce pas, à réguler son environnement, régulé par cette altérité, régulé par cette bonté, régulé par quoi? Par ces échanges, régulés par cette générosité. Est-ce que vous comprenez? D'où le droit international. Le droit international vient donc matérialiser cette égalité entre les hommes. Poser l'homme comme étant la fin, poser l'homme comme étant celui-là pour qui toutes les actions sont réalisées pour satisfaire, n'est-ce pas, à son existence, à son intérêt. Les États ici ne sont plus les seuls acteurs. Oui, ils sont des acteurs, mais des acteurs qui sont des délégués des intérêts des individus, des délégués qui assurent la paix sur le plan international. Le droit international est donc produit là pour réguler ces rapports entre les individus. Pourquoi? Effectivement, parce que si l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Pour reprendre les philosophies kantiennes en ce qui concerne le contrat social, ok? Ça veut dire qu'on reconnaît que il y a une propension à l'individu à pouvoir être belliqueux du fait du contact avec l'autre. Mais que lui, en réalité, lui, il est bon, il est né bon. Mais ce sont les autres qui l'amènent à être mauvais. Si tel est le cas, il faudrait donc mettre en place un droit qui va protéger les individus contre leur propre faiblesse, contre leur propre malveillance. C'est-à-dire qu'on sait qu'au contact des autres, vous allez être mauvais. C'est pas ça? Vous allez être mauvais. Il faudrait qu'on fasse donc la primauté de ce qui est en vous, comme bonté, qui vient, n'est-ce pas, à garantir la paix entre vous. Voilà donc l'idée donc du droit international. Donc le droit international va donc se
s'inspirer de quoi? De ces philosophies religieuses qui posent l'homme comme étant égal à l'autre. Et que si nous sommes tous à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes tous égaux. Et qu'il faudrait donc un droit qui vient à satisfaire, n'est-ce pas, à cette situation de paix entre les individus. D'où donc le droit international qu'on va appeler plus tard le droit des gens. Le droit qui est là pour satisfaire aux échanges, à la paix entre les individus. Parce qu'on sait qu'au contact des autres individus, il y a quoi? Il y a que la conflictualité va naître. Il faudrait donc baliser, il faudrait mettre un droit qui régule. Est-ce que vous comprenez l'anarchie? Donc, l'anarchie ici s'explique donc par le fait qu'on n'a plus besoin en la réalité d'un droit international. Le droit international en lui-même existe déjà. La société se régule en elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une main visible qui reconnaît que l'autre est égal à moi, alors je ne dois pas le violer. OK? Ce droit-là, c'est le droit des gens, le droit qui participe effectivement à valoriser l'individu, à mettre en place plutôt des règles qui vont contrôler, n'est-ce pas, les ardeurs, les velléités conflictogènes des individus. D'où l'anarchie sur le plan libéral. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que chez les libéraux, on part selon l'idée que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Ça veut dire que l'individu en lui-même n'a pas besoin d'avoir à rappeler à l'autre que je suis bon. OK? Il sait déjà que l'autre est bon. Et on n'a plus besoin de lui rappeler qu'il est bon pour qu'il agisse ainsi. Voilà donc pourquoi est-ce que l'environnement en lui-même n'a pas besoin d'une autorité. Si oui, le droit international. OK? Ce qui est différent chez l'anarchie des réalistes, qui pensent que c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. La société va donc se réguler avec l'idée selon laquelle tout le monde est mauvais. On va donc se battre entre nous et que c'est le plus fort qui va pouvoir, n'est-ce pas, commander. Voilà l'anarchie. Voilà comment ça se passe chez les libéraux. Pourtant, chez les réalistes, mais chez les libéraux, c'est que la société en elle-même, elle est déjà bonne. Les individus eux-mêmes peuvent se réguler. Les individus peuvent eux-mêmes prendre soin d'eux-mêmes. OK? Parce qu'ils sont bons de nature. Ils sont bons de nature parce qu'ils sont tous égaux. C'est une situation d'alter-ego, c'est-à-dire d'égalité entre les individus. Voilà donc pourquoi est-ce que les idées de souveraineté sont donc promues dans le droit international. C'est-à-dire le droit international parle d'abord quoi? De la souveraineté, c'est-à-dire l'égalité entre les individus. Je ne peux pas attaquer un autre État. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un autre moi, c'est un autre État comme moi. Je ne dois pas pouvoir le violer. Je ne dois pas violer son espace territorial. Et comme on sait donc cela, on va donc mettre en place un droit international qui va amener les gens à respecter cette égalité. Droit de la mer, droit maritime, droit aérien, droit ici, à gauche, à droite, droit de l'environnement, etc. Toutes ces mesures sont des mesures de balises qui viennent, n'est-ce pas, à considérer les autres entités comme des entités égales entre elles. Très bien. Est-ce qu'on a compris l'anarchie chez les libéraux et l'anarchie chez les réalistes? Elle est bel et bien différente. Chaque État donc mobilise ou se représente cette anarchie-là en fonction de comment est-ce qu'il se représente et comment est-ce qu'il se représente le monde. Si lui pense que le monde est égal, nous sommes tous égaux comme des États,
il ne devrait pas avoir un super puissant, alors il va bâtir sa politique étrangère en fonction de ce comment est-ce qu'il se représente le monde. On va voir, par exemple, la politique étrangère du Cameroun, qui perçoit le monde, qui perçoit la sous-région comme étant, n'est-ce pas, un espace d'égalité, des frères. Et s'obstine du fait de se rendre compte que le droit international est piétiné par des velléités hégémoniques. Je vous ai attiré par exemple l'attention dernièrement sur le discours du chef de l'État du Cameroun quand il recevait alors le corps diplomatique lors des vœux. Il s'offusquait effectivement de cette situation où la politique, le droit international est foulé au pied. Il est de plus en plus gelé. Donc voyez-vous comment est-ce que lui se représente le monde. Un monde d'égalité, un monde de souveraineté, un monde où les États doivent se respecter mutuellement, ce qui n'est pas le cas avec les autres, qui pensent qu'ils ont ce droit de dominer, ils ont cette mission salvatrice, ils ont cette mission civilisationnelle qui consiste effectivement à importer la démocratie, à imposer la démocratie, qui est une valeur pour eux, n'est-ce pas, une valeur universelle. La personne qui ne respecte pas la démocratie est considérée comme un État voyou, un État qui doit être civilisé. Oui, madame. Si jamais compris l'explication, je peux dire que le droit international tire sa source de la théorie constructiviste. Non, non, j'ai pas dit ça. Je voulais dire par exemple, vous avez dit que dans la théorie des libéraux plutôt, la théorie développée par les libéraux, vu que cette théorie sur la notion d'égalité, de source religieuse. Et donc c'est de là que provient la source du droit international. C'est pour me résumer pour voir si j'ai compris. Alors, madame, oui, nous sommes partis de l'idée selon laquelle la politique étrangère s'élabore à partir des représentations que se font du monde et que se font les acteurs d'eux-mêmes. OK? Et on a donc fait comprendre que la théorie constructiviste participe effectivement à établir ce fait où à la réalité, les États agissent en fonction des constructions qui se font du monde. À l'intérieur, on a donc dit que l'anarchie, c'est ce qu'en font les États. Ça veut dire en d'autres termes que l'anarchie, c'est comment se représentent les États. Les États se représentent au monde comme étant anarchiques. Mais on a tiré votre attention sur cette anarchie à partir de deux approches. Elles peuvent même être trois. La première, belliqueuse, c'est-à-dire que l'anarchie, c'est une situation de quoi? De guerre, de tous contre chacun où la loi du plus fort prévaut. Ça, c'est la règle en relation internationale selon les réalistes, dont le monde est essentiellement anarchique. Les États sont en quête de leurs intérêts plombards. OK? Une politique étrangère s'appuie donc sur cette perspective, sur cette vision de l'anarchie. Je vous ai pris des exemples, tels que les États-Unis, qui se représentent comme étant le Messie, qui se représentent comme les maîtres du monde, parce que disposant de ce qu'ils appellent, de ce que Norbert Elias appelle les chances de puissance, pour pouvoir imposer leur volonté. OK? Donc, on se représente les relations internationales à partir de cette construction.
Donc, Alexander Wang dit que c'est ce que en font les États. C'est pas qu'elle existe en elle-même, c'est ce que les États pensent que c'est ainsi. On se construit le monde à partir de ces représentations. Ce n'est pas que l'anarchie existe en elle-même, c'est que dans la tête des États, c'est comme ça que c'est. Et on agit ainsi. Donc, ça vient d'abord de la construction intérieure. C'est l'idée qui commande l'action. J'agis comme ça parce que je pense que c'est comme ça. Il y a parfois, vous détestez quelqu'un, n'est-ce pas? Pour rien, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un et puis sa tête ne vous plaît pas? Et vous commencez à le détester, n'est-ce pas? Ou alors vous pouvez aimer quelqu'un juste parce que sa tête vous plaît bien. Pourtant, la personne n'a rien de ce que vous pensez d'elle. C'est juste que vous vous êtes fait des représentations sur cette personne. Et vous agissez ainsi. Ce sont des constructions mentales, ok, que les États se donnent comme prédisposition pour l'action, au mieux de leurs intérêts. N'oubliez jamais ça. Oui. Je comprends qu'il existe deux approches. Il y a une approche positiviste qui est conditionnelle, qui stipule que c'est l'environnement qui façonne plutôt l'identité des États. Et l'autre approche, c'est l'approche dominante constructiviste de Alexander Wang. Il pense que c'est plutôt les États qui sont victimes de leur... Si l'environnement est troublé, c'est à cause de la perception des États. Donc, ma question est celle-ci. Pourquoi l'approche dominante constructrice d'Alexander Wang n'est pas considérée comme l'approche conventionnelle, vu que c'est lui le père même de la politique constructrice? Très bien. Votre question, elle est très intéressante. Justement parce que le constructivisme n'a jamais précisément été considéré comme une théorie, mais plutôt comme une sorte d'approche. Davantage parce que, nous allons le voir tout à l'heure, là, c'est-à-dire qu'elle présente un certain nombre de limites qui ne rendent pas toujours compte de la réalité exacte. Puisque l'approche constructiviste, elle se base sur les constructions, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des individus. Vous imaginez ce qui se passe dans leur tête à partir des actions qu'ils posent. Pourtant, on peut poser une action juste pour faire plaisir, mais on désoriente plutôt son vis-à-vis. On peut se montrer, n'est-ce pas, coopératif, mais à l'intérieur, à la réalité, on a des idées belliqueuses. On vous attire pour mieux vous frapper. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez un peu? On va voir pourquoi est-ce que ces limites-là, nous allons les voir tout à l'heure, qui démontrent pourquoi est-ce que les autres approches sont considérées comme des approches dominantes. Parce que la politique étrangère, elle est essentiellement matérialiste. Les acteurs poursuivent essentiellement les intérêts d'ordre matérialiste et que les constructions ne sont que des instruments de leurs actions. Est-ce qu'on se comprend? Mais toujours est-il que, en tant qu'analyste, vous ne pouvez pas vous défaire de l'approche constructiviste qui repose sur les représentations. Les représentations qu'on se fait de nous et des autres. La France se dit la gardienne des droits de l'homme. Ok? Oui, la France se dit, c'est moi, la gardienne des droits de l'homme dans le monde. Elle se représente comme telle. Voyez-vous? Est-ce que
Dans les faits, c'est ça. Vous comprenez? Mais toujours est-il qu'il y a ceux qui croient. Il y a ceux qui croient et qui instrumentalisent ces idées pour se projeter. Les États-Unis se disent, nous sommes le peuple des messies. Vraiment, les États-Unis, c'est le peuple le plus inculte du monde. Hein? Quand je parle d'inculte, ça veut dire les autres là n'existent pas. C'est eux. Les autres n'existent pas, c'est eux. Voilà comment est-ce qu'ils se représentent eux-mêmes. Je dis, effectivement, quand vous discutez avec des Américains, on leur apprend dès le bas âge que l'Américain, c'est l'homme le plus puissant du monde. Il n'y a pas d'autre, c'est lui. Voilà comment, dans d'autres, ce n'est pas le cas. Dans d'autres, on vous dit, il y a les autres quand même. Il y a la diversité, il faut reconnaître l'autre quand même, que c'est lui. L'alter ego, il est égaux à vous, etc. Aux États-Unis, c'est pas ça. Au plus jeune âge, on nous apprend à être l'homme le plus puissant. Vous et les autres. Vous voyez comment on se représente. Ça veut dire qu'on commence à vous construire cette image. On commence à vous construire ça. Et puis, dans vos actions, c'est comme ça que vous allez réagir. Donc, faites bien de rappeler que dans notre introduction, on vous a dit que c'est la structure qui est davantage dominante. C'est-à-dire que c'est les idées, c'est l'environnement qui structure le comportement des individus. C'est-à-dire que c'est la politique, ce qui se passe sur la scène internationale qui amène les États à agir d'une certaine manière, parce que les États pensent que l'environnement international est essentiellement anarchique et que les États sont en quête de leurs intérêts. À la réalité, toute politique étrangère repose sur la satisfaction des intérêts des États. Une politique étrangère qui ne le fait pas, c'est une politique qui est vouée à l'échec. C'est pas pourquoi, depuis le début, je vous demande toujours à questionner les politiques étrangères de vos différents États. Une politique étrangère, elle est essentiellement en quête de la satisfaction des intérêts de son auteur. Questionnez-vous sur les intérêts de vos autorités qui en élaborent ces politiques étrangères. Vous avez des cartes avec vous, vous avez tous les outils avec vous. On a parlé des différents facteurs de la politique étrangère. Questionnez la personnalité de ces individus, questionnez leur passé. Pourquoi orienter telle ou telle politique publique de ce côté plutôt de l'autre? Quels sont les acteurs qui sont autour de lui qui influencent son comportement? En tant qu'analyste, vous avez des outils avec vous qui vous permettent de mieux comprendre. Ne nous éloignons pas. Restons effectivement dans ce que Alexander Wayne essaye de démontrer à partir de l'anarchie. L'anarchie est ce qu'en font les États. L'anarchie est ce qu'en font les États. Cette anarchie réaliste, parce que essentiellement belliqueuse, okay? Elle est libérale parce qu'essentiellement pacifique. L'individu est essentiellement pacifique et qu'on n'a pas besoin d'une entité pour assurer cette pacificité, parce que l'individu lui-même il est pacifique. Donc il y a une main invisible là qui régule et qui est matérialisée par le droit international. Il y a également cette anarchie des Hegel qui pense que c'est la concurrence qui est différente de l'inimitié. On perçoit l'autre comme son concurrent et non comme son ennemi. J'espère que vous percevez la différence. Le concurrent est
l'ennemi. C'est-à-dire que le monde est essentiellement compétitif. Les États sont à la quête, n'est-ce pas, de leurs intérêts dans le sens de la compétition, la course vers les intérêts. Qui sera le premier sur tel plan, sur tel plan? Voilà pourquoi est-ce que vous voyez que chaque État il est quoi? Il est premier sur telle ou telle position. Il se rend compte que non, là-bas, si on rentre dans les théories économistes avec David Ricardo, ils font souvent de quoi? Des avantages comparatifs et des avantages absolus. Ok? Je me concentre sur ce que je maîtrise le mieux, que je dépense moins pour produire. Ça fait de moi premier. Et puis je gagne. N'est-ce pas? Nous sommes là dans une situation de compétition. Donc l'anarchie se ramène aussi à l'idée de la compétition, c'est-à-dire que le monde est essentiellement compétitif. Ceux-là qui veulent être les premiers sur la Lune, sur Mars, ceux-là qui veulent arriver avant l'autre, ceux-là sur le plan militaire veulent rester les premiers, ne veulent jamais. Voyez-vous, c'est-à-dire que la Chine, les États-Unis sont comme ça, ils sont au coude à coude. La Russie, les États-Unis se voient plutôt pas comme des ennemis, mais comme quoi des concurrents. La Chine voit l'autre comme, les États-Unis voient la Chine comme son principal concurrent. Voilà pourquoi est-ce que pour damer le pion à la Chine, qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Vous dites, ok, comme vous êtes de plus en plus fort là, nous allons un peu appuyer sur le levier des droits de douane. On va voir ce que ça fait un peu, on vérifie un peu ce que ça fait. Et puis quand Trump fait ça, il vérifie, il se rend compte que quand il le fait, tout le monde vient à ses pieds et lui dit que grand pardon. C'est pas ce qu'on souhaitait. On voulait que ça reste comme ça. Mais si vous décidez, voilà. Nous sommes dans une situation de concurrence. Oui, monsieur, vous avez quelle préoccupation? Je voudrais savoir quelle est la différence entre une approche et une théorie. Il n'y a pas une véritable différence entre l'approche et la théorie. Il n'y a pas véritablement une différence. Toujours est-il que la théorie, c'est un ensemble d'idées cohérentes qui expliquent la réalité. Un ensemble d'idées cohérentes ayant pour objectif d'expliquer la réalité. Donc on explique. Vous allez donc trouver au sein de la théorie un ensemble de variables. Un ensemble de variables qui permettent d'expliquer, des déterminants qui permettent d'expliquer. L'approche, quant à elle, c'est une vision, c'est une méthode. Une vision, une méthode qui nous amène vers l'action. Est-ce que vous comprenez? Donc l'approche, c'est un canevas qui est guidé par une vision précise du monde, de comment est-ce qu'on appréhende les choses et comment est-ce qu'on entend effectivement parvenir à les comprendre. Est-ce que vous comprenez? La théorie, c'est cet ensemble d'idées cohérentes qui expliquent la réalité. Donc la théorie n'est pas une vie de l'esprit. Comme vous avez toujours voulu, vous l'entendez souvent que tout ça n'est que théorie. L'objectif de la théorie, c'est d'expliquer à partir d'un certain nombre d'idées construites qui reposent sur un certain nombre de déterminants, sur un certain nombre de variables. Pourtant, l'approche, c'est un canevas qui, effectivement, rend compte d'une vision des choses. Essayons d'évoluer. Si Alexander Wayne pense donc que l'anarchie est ce qu'en font les États,
Ça veut dire que les États eux-mêmes construisent leur anarchie à partir, effectivement, d'un certain nombre de représentations. Alors, lorsque les États modifient les perceptions qu'ils ont du type d'environnement dans lequel ils évoluent, du rôle qu'ils doivent y jouer et du type de relations qu'ils peuvent escompter établis avec autrui, le système international peut évoluer vers de nouvelles formes d'organisation plus ou moins anarchiques, plus ou moins conflictuelles. Est-ce qu'on comprend? On comprend dans la mesure où la construction n'est pas figée. D'accord? Les États se font, n'est-ce pas, de la construction du système international en fonction de leurs intérêts, de leurs visions, de ce qu'ils entendent satisfaire comme intérêt. Vous allez voir, par exemple, les États-Unis aujourd'hui c'est Trump, n'est-ce pas? Quand un démocrate va venir, vous allez voir comment est-ce que les États-Unis vont changer leur image dans le monde. Celui qui va revenir, il va venir avec quoi? Redorer l'image des États-Unis dans le monde. Il n'aura plus l'approche de Trump. Trump, c'est quoi? Il dit quoi? Make American Great Again. Tout le monde vient avec ça. Tous les Américains viennent avec ça. Pardon? Tous les Américains ont ça en tête. Puisqu'on les inculque de bas âge. Oui, justement. Maintenant, l'approche est différente. Le démocrate, il veut quelque chose de toi, il va employer beaucoup plus de diplomatie. OK? Il va employer beaucoup plus de diplomatie, il va mettre en place, n'est-ce pas, le respect du droit international pour s'imposer. Vous allez vous rendre compte qu'à l'époque de Barack Obama, même Joe Biden, les États-Unis ont renoué avec le système international. D'accord? Ils ont renoué avec le système international, avec les traités, avec toutes les organisations internationales. Quand Trump arrive, lui, il est républicain, c'est-à-dire l'usage de la force dure, de l'imposition par la force. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, on laisse tout ça de côté, toute cette diplomatie, elle ne sert à rien. C'est l'intérêt qui est plus important. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'affaires. Et on pense qu'un homme d'affaires, lui, est plus réaliste. Pas d'intérêt, pas d'action. Si ça ne fait pas rentrer de l'argent, vraiment, laissez ça de côté. Est-ce qu'on comprend? Oui. Oui, mais c'est l'effet escompté. C'est l'effet escompté. C'est-à-dire que quand ils font ça, ils vous disent que vous allez ressentir les États-Unis. C'était ces États-Unis qui étaient déjà éclipsés par, comme ils appellent les démocrates, qui étaient là. Ceux-là, c'est ces gens-là. Maintenant, nous sommes là pour rappeler au monde que ce sont les États-Unis qui gouvernent le monde. Et Trump dit, j'arrête qui je veux. Est-ce que vous comprenez ça? Continuons, on continue en disant que l'approche constructiviste, elle, en la réalité, on vous dit, elle est fluctuante en fonction, effectivement, de l'environnement international. Lorsque les États modifient, on a dit, lorsque les États modifient les perceptions qui ont du type d'environnement dans lequel ils évoluent, le rôle qu'ils doivent y changer, du type de relations qu'ils peuvent escompter, établir avec autrui, le système international peut évoluer vers de nouvelles formes d'organisation plus ou moins anarchiques, plus ou moins conflictuelles.
voyez que les États-Unis ne sont pas figés. Les États-Unis fluctuent le monde à leur guise. Un temps, vous croyez que la Russie, c'est leur pire ennemi. Après, vous vous rendez compte qu'ils font ami à la Russie, que Trump c'est devenu le meilleur pote de Vladimir. Après, ils vous font comprendre que non, vraiment, on s'est trompé sur Vladimir. Vraiment, c'est une créature de la pire espèce. Ils évoluent avec la Chine. Je vous présente la Chine comme le pays le plus dictateur au monde, mais avec la Chine, ils font des affaires. C'est auprès de la Chine qu'ils empruntent. C'est la Chine qui emprunte l'argent aux États-Unis. Vous le savez? Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Et qui emprunte à la Chine, aux États-Unis? C'est la Chine. Mais après, ils sont amis et puis ils rappellent à la Chine que nous n'allons pas vous laisser évoluer comme ça. Vous ne pouvez pas vous épanouir sur le sol américain en venant monopoliser un certain nombre de secteurs. Ici, ça ne va pas se passer comme ça. Ok, vous monopolisez déjà, vous allez donc payer. On va vous mettre des droits de douane 200%. Comme ça, nous allons aussi tirer profit de ce que vous gagnez sur notre territoire. Je vous ai dit dès le départ que la politique étrangère des États sont essentiellement en quête de leurs intérêts. Questionnez vos États. Questionnez vos États en la matière. Puis on continue en montrant que dans cette vision, dans cette version conventionnelle du constructivisme, l'environnement façonne les identités étatiques qui déterminent les intérêts nationaux, qui guident les actions de la politique étrangère, dont la somme fait évoluer le système international, qui modifie les identités étatiques. Tout cela dans une roue qui tourne sans fin et que les constructivistes appellent le phénomène de la co-constitution agence-rupture. Alors, deux voies s'offrent alors au constructivisme de décortiquer les réelles politiques étrangères des États. Premièrement, elle est celle de l'étude des valeurs, des croyances, des normes et idées qui sont collectivement produites et reproduites en matière d'intersubjectivité sur la scène internationale. Cet environnement offre alors une liste infinie de sujets de recherche, c'est-à-dire que l'anarchie comme institution sociale, des relations interétatiques, le tabou face à l'utilisation des armes de destruction massive, le concept d'intervention humanitaire, les processus visant à mettre en place et appliquer des conventions internationales régulant les moyens d'action des États dans les domaines précis. Alors, on voit donc que le constructivisme ici, qui mobilise les valeurs, les croyances, les normes et les idées qui sont de plus en plus produites et reproduites de manière intersubjective sur la scène internationale, participe donc de ce fait, c'est-à-dire que les États pensent qu'effectivement que la scène internationale doit être régulée. Et de ce fait, il y a un certain nombre d'idées, de valeurs qui sont de plus en plus acceptées par la collectivité des États, qui consiste effectivement à garder un monde sûr. Et s'il doit être sûr, il faudrait qu'il y ait des normes. Et ces normes sont de plus en plus partagées par tous, partagées par un certain nombre d'États qui se posent alors comme ceux-là qui doivent les diffuser. Et ces normes, c'est quoi? C'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est l'environnement, etc., qui se posent de plus en plus comme des valeurs qui rentrent dans une sorte d'intersubjectivité, c'est-à-dire que les êtres humains pensent que préserver l'environnement est quelque chose qui va assurer, n'est-ce pas, un avenir sûr à la terre, à l'environnement. Donc tout le monde pense qu'il faut protéger
l'environnement. Voilà pourquoi est-ce qu'un certain nombre de normes vont être produites. Il en est de même de la démocratie, où en réalité, tout le monde pense que la démocratie, du moins, c'est celle-là qui permet d'assurer un monde sûr. Voyez-vous, la plupart des États vont donc orienter, façonner leurs normes dans le cadre de la démocratie. Les politiques étrangères, c'est d'abord donc à partir donc de ces identités qui sont de plus en plus des identités universelles. On assiste à des conventions internationales parce qu'on pense que ce sont ces conventions-là qui peuvent assurer l'assurance, la paix dans le monde, ou tout au moins satisfaire aux intérêts pour la prospérité de chaque État. On imagine donc difficilement un décideur de la politique étrangère prendre un temps d'arrêt pour considérer le rôle que peuvent jouer les normes et les idées débattues à l'international sur l'élaboration des actions à poursuivre. Mais il est clair que dans la pratique, les acteurs de la prise de décision sont affectés par ce qu'ils conçoivent être des comportements légitimes ou illégitimes dans l'arène diplomatique stratégique. Souvent, la prise en compte de ce type de considération nous permettra d'approfondir les pistes déjà offertes par l'analyse des facteurs culturels, bureaucratiques, conceptuels et cognitifs qui sont étudiés par des approches décisionnelles. C'est dire à quel point aucun État ou une autorité investi dans l'élaboration de la politique étrangère ne saurait se départir, n'est-ce pas, des normes internationales quand il bâtit sa politique étrangère, parce que ce sont ces normes-là qui se posent à la réalité comme étant des identités, des intersubjectivités qui guident le comportement des individus, des identités à partir desquelles les États se reconnaissent sur le plan international. Donc, vous ne pouvez pas élaborer une politique étrangère sans tenir compte de ces variables-là. Et on sait de plus en plus que, en ce qui concerne ces variables sur la politique de la scène internationale, la diversité culturelle qui tient compte, qui se base sur la démocratie, qui se ramène effectivement à reconnaître l'autre comme étant différent de moi, doit frimer ou tout au moins être de plus en plus intégré en matière d'élaboration de la politique étrangère. Seconde voie qui se trouve au constructivisme est d'élargir leur canevas et de se concentrer sur les conditions qui forgent les identités étatiques, en portant une attention toute particulière à la tenue des discours par lesquels sont véhiculées ces identités. Ça veut dire en d'autres termes que les valeurs, les discours, c'est-à-dire que les actes discursifs des États, ces actes discursifs des États véhiculent les identités. Un discours que portent les États sur la scène internationale, notamment lors, par exemple, de l'Assemblée générale des Nations unies, est à la vérité une façon dont un État entend poursuivre son action sur la scène internationale et comment est-ce qu'il perçoit les autres sur la scène internationale, ou du moins sa lecture, dont les discours sont très importants. En matière d'élaboration de la politique étrangère, on tient compte de ces discours des États parce que ce sont les discours qui véhiculent les identités des États. On vous a dit dès le départ que la politique étrangère, c'est la façon dont un État entend se projeter sur la scène internationale et de comment est-ce il souhaite qu'on le perçoive sur la scène internationale. Donc, il est question ici de porter sur la scène publique, la scène internationale, son identité. Son identité, c'est laquelle? Un État belliqueux, pas forcément un État belliqueux, mais un État qui entend s'imposer par la force, un État qui entend négocier, un État qui entend faire des échanges, un État qui entend
assurer la paix, l'égalité, le respect des normes, voyez-vous. Ce sont ces identités-là et qui ici sont véhiculées à partir, n'est-ce pas, des discours des États. Alors, sachant que les intérêts nationaux que vont énoncer les décideurs de la politique étrangère dans une situation donnée reposent sur leur compréhension de l'identité de leur pays. Les constructivistes qui empruntent cette voie permettent de faire la transition entre la version holistique et la version individualiste de cette approche. Le travail accompli pour réussir ce tour de force relève alors de l'herméneutique, c'est-à-dire le but est de comprendre le sens que les acteurs en présence accordent aux divers concepts qui construisent les idées collectives et qui permet à terme de saisir pourquoi la politique étrangère d'un État prend une direction particulière à un moment donné. Cette démarche peut être entreprise autant dans un but principal explicatif qu'avec une visée critique. En effet, plusieurs constructivistes se contenteront de raconter la construction intersubjective des identités qui aboutissent à des identifications d'intérêts nationaux lors de la prise de décisions en matière de politique étrangère. D'autres souligneront la nature conflictuelle des débats sur les composantes de l'identité nationale qui ne sont jamais sans conséquences sociales. Les visions dominantes auront donc tendance à marginaliser ou même à réduire au silence leurs rivales, imposant ainsi une hégémonie idéologique au sens gramscien du terme à l'ensemble de la société en matière des questions internationales. Donc, s'il faut comprendre simplement, c'est que les identités qui sont diffusées à travers les discours véhiculent un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées que les États, en tant qu'élaborateurs ou initiateurs de la politique étrangère de leur peuple, ou à la réalité de ce qu'on appelle ici l'intérêt national, vient donc à se voir que ces idées-là ont tendance parfois à annihiler, c'est-à-dire à dominer les autres idées, et les idées se posent donc comme celles-là qui apparaissent comme meilleures sur le plan international. Donc, un constructiviste, lui, il peut voir ça dans ce sens hégémonique, c'est-à-dire que les idées, les valeurs et autres sont des instruments de domination des États sur le plan international, et que d'autres aussi mettent en place un certain nombre de discours qui viennent, n'est-ce pas, à rappeler cette égalité-là entre les États. Je vous dis de suivre souvent attentivement l'Assemblée générale, les discours qui ressortissent, n'est-ce pas, non seulement des rapports, mais aussi de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est le lieu, c'est le moment où chaque État vient exprimer la façon dont il entend que les choses se passent sur la scène internationale, la vision de sa scène internationale. Vous allez donc voir que certains viennent revendiquer une certaine égalité. Certains viennent pointer du doigt un certain nombre d'États, que c'est eux qui sont à l'origine du désordre. D'autres viennent s'affirmer comme tels, c'est-à-dire que comme étant ceux-là qui ont la maîtrise des valeurs universelles et qui entendent, n'est-ce pas, les diffuser au mieux des intérêts de tout le monde entier. Du moins, tout est au niveau des discours. Et ces discours-là sont nourris par les représentations. Ces discours-là sont des identités nationales, c'est-à-dire que des identités que les États entendent traduire sur la scène internationale. Finalement, le constructivisme aussi connaît certains ratés. OK? Ceux qui posaient des questions en la matière. Le constructivisme connaît certains ratés en matière d'analyse et de recommandations pour la politique étrangère. Dans le monde universitaire où nous sommes, il s'agit certainement d'un atout que d'être en mesure d'assimiler à sa vision de la construction sociale
désigne l'identité. Bon nombre d'idées émises dans les approches théoriques sont concurrentes. L'utilité d'une telle versatilité théorique est cependant loin d'être évidente pour faire du constructivisme une base pour la conduite de la politique étrangère. Est-ce que vous avez compris? Premièrement, il y a la versatilité. La versatilité, c'est quoi? La capacité à changer. OK? Donc, vous ne pouvez pas bâtir ou comprendre la politique étrangère d'un État seulement à partir de son identité. Aujourd'hui, elle peut diffuser les idées liées à la démocratie, mais ailleurs, vous la voyez faire quoi? Violer cette démocratie. Elle vous dit pas d'ingérence. OK? Dans les affaires internes des États. Ouais, par exemple, les pays de l'Union africaine. Le traité constitutif de l'Union africaine dit quoi? La non-ingérence dans les affaires internes des États. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit comment est-ce que le Rwanda s'interfère dans les affaires internes de la RDC. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin aussi de ses ressources. Elle fait comment? Pourtant, la charte dit bel et bien, ne vous ingérez pas. La non-ingérence dans les affaires internes des États. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez voir la France qui va dire à la Côte d'Ivoire, il va dire à Gbagbo, vous avez 72 heures pour quitter le pouvoir. Voyez-vous, la Charte des Nations Unies interdit la non-ingérence. Mais quand un chef d'État dit déjà à l'autre que vous avez 72 heures pour quitter le pouvoir, vous comprenez que il n'y a plus l'idée d'égalité. Il n'y a que votre présence me gêne. Je ne veux plus vous voir au pouvoir. Parce qu'il y a l'idée qu'il faut satisfaire à son intérêt national. Si l'intérêt national donc de la Côte d'Ivoire est celle-là de ne plus voir Gbagbo au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir. On va mettre tout en place pour qu'il parte. On ne veut plus de Gbagbo, même comme candidat. Si l'intérêt national est que Gbagbo ne se représente plus, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont marginaliser Gbagbo. Où est-ce que Ouattara fait? Il dit je suis plus là, je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Il joue à ce jeu qui repose sur quoi? Il va vous dire c'est pour l'intérêt, national. On va mettre les autres de côté parce que leur présence n'est pas très garantie, ne peut pas garantir la paix. S'ils sont là, à la réalité, il y aura encore des tumultes et ça ne va pas satisfaire aux intérêts des uns et des autres. Donc du coup, ils sont versatiles. Donc l'idée du constructivisme, voilà les ratés. Les ratés, c'est que le monde est essentiellement dynamique. Les intérêts des États sont essentiellement dynamiques. Les États sont essentiellement versatiles. Ils changent comme le caméléon. Aujourd'hui, ils sont gentils. Demain, ils vont apparaître méchants. Comme vous le pensez, hein. C'est ce que vous dites souvent, que vraiment ils sont méchants, ils sont gentils, non, c'est les questions des intérêts. La France, quand elle veut intervenir militairement, elle va intervenir. Elle ne va pas s'encombrer du droit international, mais non, elle va intervenir. Comment? Oui, ils vont, s'ils veulent intervenir, ils vont intervenir. Ils vont trouver un moyen pour intervenir. Pour des raisons qui sont que le régime en place ne garantit pas les droits et libertés des droits de l'homme. Alors, il faut, n'est-ce pas, intervenir. Le régime en question
n'est plus là pour protéger ses propres citoyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intervenir. Comment? Qu'est-ce qui est vrai? C'est pas que c'est ceux de véracité. Les raisons qu'ils donnent. Je demande si ces idées que la France donne, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Les raisons que la France est maintenant pour pouvoir intervenir au niveau du Niger. Mais est-ce qu'ils ont besoin de vous garantir que c'est vrai ou pas? S'il y a un certain nombre de rapports qu'ils ont à leur possession, ok? Bon, ça, c'est vous qui le dites. S'ils ont dit un certain nombre de rapports, ok? Il y a des milices des droits de l'homme, il y a des individus qui posent problème, etc. C'est assez suffisant pour qu'on intervienne. Nous ne sommes pas dans de vrai, nous sommes dans ce qui est. Intégré donc que les États sont essentiellement versatiles. À un moment donné, vous avez pensé que la France vraiment a compris qu'elle doit partir. Et elle est en train de partir. Elle vous a donné l'impression qu'elle est en train de partir. Elle est en train de faire votre volonté. Vous estimez que vous êtes trop fort, que vous... elle travaille à ce qu'elle peut revenir à tout moment pour venir garantir ses intérêts. Donc, vous aussi, travaillez à garantir vos intérêts. Et je ne sais pas, je ne pense pas que c'est la force qui est le moyen le plus sûr. Je ne sais pas, mais ça dépend. Vous allez voir que comme c'est le militaire qui est au pouvoir, il va utiliser quoi? C'est qui sait le plus faire, c'est-à-dire la force. Si c'est un civil, il va négocier. Vous comprenez? Chacun est là pour défendre ses intérêts. La France, elle est versatile. Elle vous a démontré que à tout moment, je peux revenir. Si vous pensez qu'ils sont déjà partis et qu'ils ont déjà perdu la bataille, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Parti pour mieux revenir. Il y a ce qu'on appelle en stratégie le repli stratégique. On recule. Voilà. Donc, premièrement, il est question, on voit ici que les États sont essentiellement versatiles. Donc, l'utilité de cette versatilité théorique est cependant loin d'être évidente pour faire du constructivisme une base pour la conduite de la politique étrangère. Par exemple, le constructivisme ne peut offrir aucune réponse à une équipe décisionnelle qui se demande si elle devait suivre une piste plus réaliste ou libérale face à un enjeu international, ni même fournir une alternative claire. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes appelé à apprendre à conseiller ou à être au feu au moulin en ce qui concerne l'élaboration de la politique étrangère, soit de vos États ou bien d'une entité ou une organisation internationale. Il est question ici de comprendre que vous avez des outils avec vous, c'est en fonction de la situation. Vous n'avez pas décidé de montrer tel visage et poursuivre essentiellement cette approche. Il faut, n'est-ce pas, avoir des visages en fonction de la situation. On ne présente même jamais en réalité ses objectifs clairs. Une entité ne présente jamais ses objectifs clairs. Hein. Elle vous dit que je veux ceci, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut autre chose. Je suis là pour assurer l'égalité des genres. Je suis là pour assurer, n'est-ce pas, la promotion et la défense des droits de l'homme. Oui, ce sont ses objectifs propres, officiels. Mais sachez qu'une entité, elle a toujours, n'est-ce pas, une approche cachée, un sens caché de son action. Donc du coup, la perspective donc constructiviste a des failles dans ce sens parce que
elle se bute à la situation de la versatilité des comportements des acteurs internationaux. Un exemple des limites du constructivisme et sa plus grande facilité à expliquer de quelle manière une série d'idées ont façonné une certaine définition des intérêts nationaux et ainsi comportements étatiques spécifiques, qu'à nous aider à comprendre pourquoi ce sont ces idées plutôt que d'autres qui ont joué tel ou tel rôle. Car pour rester fidèle à la complexité de la vie sociale, une inspiration constructiviste évidente, il faudrait prendre plus sérieusement en compte le fait que les idées évoluent dans un environnement compétitif. La version critique donc du constructivisme offre à cet égard, une tentative de réponse. Ce sont les luttes de pouvoir qui déterminent le destin des idées. Ce sont les luttes de pouvoir qui déterminent le destin des idées. Est-ce qu'on comprend? Mais il repose malheureusement trop souvent sur le fait difficilement vérifiable, en plus de suivre un raisonnement logique discutable. Si telle idée s'est imposée, ses capacités de réduction des tensions internes au ralliement des opinions divergentes ne sont pour rien. Elle n'est que l'expression des préférences d'un groupe que la lutte pour le pouvoir a favorisé. Est-ce qu'on a compris la perspective constructiviste? La perspective constructiviste, à la réalité, permet de comprendre que tout n'est que construction. Tout n'est que construction en fonction des représentations que les acteurs se font de la situation. Seulement, s'il y a des faiblesses à cette théorie-là, c'est que cette théorie-là ne peut pas expliquer les choix des idées des acteurs, parce que les acteurs sont essentiellement versatiles et que c'est des acteurs qui ont le monopole du pouvoir qui font effectivement diffuser leurs idées. Vous vous plaignez souvent ici que ce n'est pas ce que le peuple veut. Vous connaissez ce que le peuple veut? Le peuple veut le sang, il veut du pain, il veut du vin. Voilà tout ce que le peuple veut. Donc vous préférez d'abord le sang. Lui, en fait. Ça dépend de comment est-ce que ce peuple avoir le sang. Voilà. Si le sang est sang. Justement, ce qui dit le peuple veut le sang. Le sang, c'est quoi? C'est la révolution. Non, il ne faudrait pas. J'ai comme l'impression que ouais, le sang sont dans son appréhension première. Le peuple, il veut la révolution, c'est-à-dire il veut voir les choses changer. En faisant usage de la force, c'est-à-dire ils vont descendre dans la rue et puis ils vont manifester. Comment? Maintenant, ça dépend de la culture de chaque peuple. Il y a des peuples qui sont résilients, c'est-à-dire qui acceptent des choses telles qu'elles sont, sans vouloir faire quelque chose. Il y a des peuples qui sont effectivement intrépides, c'est-à-dire ils descendent. Voilà ce qui s'est passé dans le monde arabe. La réaction du peuple dépend de la réaction d'en face. Très bien. Vous avez donc compris que ceux qui détiennent dans le pouvoir sont ceux-là qui monopolisent l'appareil de ce que vous appelez ici. Vous aimez appeler quoi? Vous aimez dire quoi? Ce que le peuple veut, c'est-à-dire l'opinion
l'opinion publique. L'opinion publique est manipulée par des acteurs qui détiennent le pouvoir. On oriente votre façon de penser pour démontrer que c'est ça la meilleure façon de penser. Et c'est le rôle de l'État, dans le sens grand chien du terme, c'est-à-dire que c'est l'État qui, n'est-ce pas, diffuse un certain nombre de valeurs qui sont effectivement celles-là qui sont apprises dans les écoles. On vous prépare à accepter les choses ainsi. On vous prépare à une culture politique orientée de tel ou de tel côté. Donc l'opinion publique n'est que l'opinion d'une majorité. Mais monsieur, dans ce cas, si l'opinion publique devient l'opinion d'une majorité, est-ce que ça ne devient pas une dictature? Puisqu'on vous fait comprendre ce que vous dites quoi? La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Oui, justement, si c'est la majorité, on va vous dire que c'est la majorité qui a pensé. C'est pourquoi la démocratie c'est une dictature. La démocratie c'est la dictature. Oui, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc, c'est la dictature. Non, mais le problème dans nos pays, c'est la majorité, la démocratie dans nos pays, c'est la dictature d'une minorité sur la majorité. C'est votre point de vue. C'est ce par quoi nous avons débouché, c'est-à-dire que ce sont les idées dominantes. Ok? Ce sont les idées dominantes qui vont se retrouver dans la politique étrangère. Allez donc vous poser la question de savoir comment est-ce qu'elles ont fait pour être dominantes. Les acteurs et autres ont instrumentalisé, ont mobilisé tout ce qu'ils avaient comme moyen pour y parvenir. C'est le plus fort. Ce sont les idées du plus fort qui priment. Les idées des plus forts qui vont primer. Oui. J'ai une préoccupation. Oui. Vous avez dit que les États sont versatiles. Je souhaiterais savoir si, dans ce cas, on peut s'appuyer sur l'approche constructiviste pour pouvoir analyser la politique étrangère de l'État. Bien sûr. Bien sûr. Ce que nous vous donnons, nous sommes en train de vous donner des outils. OK? Nous sommes en train de vous donner des outils d'analyse pour comprendre la politique étrangère des États. D'accord? C'est dit en d'autres termes que tel que nous avions abouti dans notre conclusion de l'approche constructiviste, c'est que les théories en elles-mêmes ne peuvent pas toujours rendre compte de la réalité totale. Est-ce que vous comprenez? Elles sont juste là comme des outils que vous avez entre vos mains pour comprendre la réalité. Dans l'approche constructiviste qui a posé, n'est-ce pas, le primat des idées, a quelque peu venu démontrer les limites des idées matérialistes. Ok? C'est-à-dire les idées matérialistes qui sont essentiellement basées sur la satisfaction des intérêts des États. Pour démontrer que ces intérêts ne sont pas toujours matériels. Ce sont des intérêts qui sont travaillés mentalement avant d'être matériels. Ok? C'est-à-dire que l'anarchie n'existe pas en elle-même.
C'est parce que les individus pensent qu'elle existe. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Je vous ai pris un exemple, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, du coup, vous commencez à détester cette personne. Vous avez une idée d'une personne que vous rencontrez, peut-être dans la salle ici, il y a des gens que je n'aime pas voir sa tête. OK? Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous comporter comment? Pas en gentil, ça c'est sûr, mais en lui démontrant déjà que je n'aime pas te voir. Du coup, tu ne m'approches pas et tu traverses de l'autre côté quand tu me vois. C'est comme ça, n'est-ce pas? Vous ne le saluez pas. Ça se passe dans vos têtes. Or, à la réalité, vous n'avez pas pris le temps d'étudier la personne. C'est ce que vous souhaitez que la personne, comment est-ce que vous souhaitez que la personne vous voie comme un ennemi. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, qui disent, je suis ton ennemi juré. Pomba. Et vous allez vous comporter ainsi. Parce que vous avez déjà construit ce mental. Le constructivisme s'aligne donc à partir de cette position pour démontrer que ce sont les idées qui commandent les actions des individus. Ce n'est pas le matériel qui commande. Ce ne sont pas les intérêts. Les intérêts sont pensés et puis matérialisés. Et on est parti donc de l'idée de l'anarchie. C'est-à-dire que les rapports entre les acteurs sur les scènes internationales sont comment? Essentiellement anarchiques. Cette anarchie, elle est comment? Elle est belliqueuse, elle est pacifique, elle est compétitive. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez utiliser les théories qu'on a mobilisées avec vous pour mieux comprendre, pour mieux expliquer le comportement des États, c'est-à-dire leur politique étrangère sur la scène internationale. Sans oublier qu'on vous a dit que les États sont essentiellement versatiles. OK? Ils peuvent changer des visages à tout moment. Donc, intégrez ça. Ne partez pas avec l'idée selon laquelle c'est mon ami, vraiment, il ne peut rien me faire. Oui? Vu tout ce qui a été dit concernant la théorie de la politique étrangère, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que les États utilisent la théorie du behaviorisme? Behaviorisme, c'est-à-dire du comportement. Est-ce qu'ils n'utilisent pas ça plus que le positivisme ou le réalisme? Alors, le behaviorisme, c'est une théorie, une approche américaine de la lecture des interactions des acteurs dans la société qui consiste effectivement à étudier le comportement des individus et puis les quantifier à l'effet effectivement de tirer une décision. Behavior qui vient du comportement. Comportement face à une situation, comportement face à un phénomène. Les individus se comportent comment? Pendant la consommation de tel ou tel produit. Vous voyez un peu? Donc le behaviorisme, effectivement, est étudié dans ce cadre. C'est-à-dire pour comprendre et quantifier les comportements des uns et des autres. Vous allez voir que la science politique américaine est essentiellement basée sur les chiffres. Parce qu'ils quantifient les comportements. Ils quantifient les comportements. Et c'est à partir de ces chiffres-là qu'ils tirent donc des décisions. Trump constate quoi? Que les Africains, dans leur majorité, ont un comportement de consommateurs, mais ne produisent pas. Et ceci ne leur apporte rien dans leur politique étrangère. Ils pensent donc quoi? Ils pensent donc les réduire à un certain type d'acteurs.
Est-ce qu'on comprend? On se rend compte qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour se comporter aux États-Unis, pardon, pour revenir en Afrique, c'est plutôt maintenant les Africains qui font quoi? Qui partent supplier des États-Unis de revenir. Une expression de dépendance, c'est-à-dire que les États-Unis ont constaté que les Africains sont essentiellement dépendants. Ils sont essentiellement dépendants. Et qu'est-ce qui tire d'eux? Il évalue en termes de chiffres, il se rend compte qu'il ne tire plus grand-chose. Puisque le pétrole dont ils avaient, ils n'ont plus ce pétrole. Les États-Unis ont déjà toute la surface pétrolière mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont encore à tirer de vous? Si oui, assécher le reste des puits que vous avez. Oui, on va finir. Hein. Oui? Comment? Oui, je sais. Très bien, nous avons fini avec... Vous avez une question? Oui?